Bonsoir à tous, bienvenue dans la vidéo sur Vénus qui vient de passer dans le signe du Scorpion, un signe régi par Mars, Pluton et Uranus, alors même que Uranus se trouve dans le signe de Vénus. Alors Vénus en Scorpion, comme souvent tout ce qui touche au Scorpion, ça n'a pas très bonne presse, mais parfois c'est plus de l'ordre de la légende urbaine que de la réalité. Alors, on va essayer de voir un petit peu de dénouer les chevaux pour éclairer un petit peu ce passage de Vénus dans ce signe qui est très charnel, qui est très sensuel, qui représente aussi la sexualité, qui représente aussi l'héritage, l'argent, la spéculation, des valeurs qui vont bien avec Vénus, parce que en maison 2, elle gère aussi le financier, elle gère aussi ce qui rapporte. Donc Vénus en Scorpion, elle va venir nous parler d'argent, elle va nous parler d'union charnelle avec l'autre et peut-être même de rencontre. Alors, si on prend les auteurs classiques, Vénus en Scorpion, elle est bien sûr en exil, donc elle est faible, elle n'est pas très à l'aise dans cette zone du Scorpion. Traditionnellement, c'est le signe de la corruption. Alors là, on va parler la mort d'un amour, d'une personne aimée, la luxure. L'amour tend à se concentrer sur les désirs charnels, le magnétisme. Le magnétisme est intense. Ça, je l'ai remarqué. Une possibilité de sublimation, de création. Mais il y a une forme de détérioration. Affligé, amour contrarié, diffamation, jalousie, legs et héritage. Alors, à titre personnel, en effet, quand on a Vénus en Scorpion, on peut recevoir de l'argent des autres. Est-ce que les Vénus en Scorpion sont forcément des êtres de luxure? Je l'ai pas identifié. C'est-à-dire que j'ai eu un certain nombre de personnes que je connais qui ont Vénus en Scorpion et qui sont même plutôt décorporées. Comme si l'accès au corps, l'accès au plaisir corporel était pas aussi présent que c'est valable pour d'autres signes, dans le signe du Scorpion. C'est-à-dire que où la sensualité, la sensorialité, voire même la sexualité est présente, mais dès qu'il y a une forme d'abus, c'est pas forcément symptomatique d'une Vénus en Scorpion. Alors, j'ai été chercher des thèmes un petit peu conflictuels parce que ça fait penser justement à des personnes, notamment des femmes, qui ont un regard vis-à-vis de leur corps qui est abîmé, qui sont les prostituées. J'avais vu d'ailleurs dans un livre d'astrologie que ça pouvait signer les prostituées. Et j'ai fait un comparatif. Et en fait, Vénus en Scorpion est totalement anecdotique. C'est pas du tout ce qui signe à lui seul cet aspect. Donc, ce n'est pas représentatif. Donc, c'est une conception erronée de Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, elle vient me raconter la profondeur qui est au fond de moi, un désir archaïque de m'unir à l'autre. Ça vient me parler aussi de l'orgasme qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, à un moment donné, un total abandon de soi au plaisir, il peut pas y avoir euh, existence du plaisir absolu. Il peut pas y avoir orgasme. Et ça passe par ce que les auteurs nommaient la petite mort. Donc on est bien dans le signe de la mort, Scorpion, qui va me parler de plaisir sexuel, pas sensuel. Quand je suis dans le Taureau, on me parle de sensualité. Quand je suis dans le Scorpion, on me parle de sexualité. Alors, c'est renforcé par le carré. Là, je regarde le thème de ce passage avec Vénus qui est carré à Pluton. Carré à Pluton, c'est est-ce que je vais accepter cet abandon, ce côté hyper charnel de moi, hyper sexuel de moi, euh, hyper libérant aussi. Parce qu'une libération personnelle passe aussi par une libération sexuelle. Ou est-ce qu'au contraire, je vais refuser de m'ouvrir? Je vais refuser de me livrer. Le Scorpion est un signe secret. C'est-à-dire, il y a une clé. Il y a une clé d'ouverture. Pour aller à la libération, il faut avoir traversé les enfers. Et on dit toujours, alors chez les hommes, c'est peut-être un petit peu différent encore que, mais pour beaucoup de femmes, l'accession au plaisir et au plaisir sexuel, c'est pas quelque chose qui est forcément donné. Eh bien, Vénus, là, vient me raconter un chemin, un cheminement à prendre
pour accéder à mes fonctions corporelles, à mon propre plaisir sexuel. Alors, dans cette Vénus en Scorpion, il y a, comme toujours dans le Scorpion, c'est tout ou rien. On retrouve un petit peu le mythe de la lune noire, c'est on-off. Alors, il peut y avoir en effet du libertinage, il peut y avoir aussi un côté don Juan chez les hommes ou femme fatale chez les dames, ou alors un côté très décorporé. Et par exemple, le pape Jean-Paul Ier avait Vénus en Scorpion. Donc, c'est un exemple de cette Vénus qui n'est pas du tout charnelle, qui a un problème justement avec la charnalité, comme si elle le refusait parce que c'est too much pour elle. Par contre, vous avez une femme qui était quelque part un des mythes de la femme fatale, qui était Ava Gardner. Parce que Vénus en Scorpion, elle ramène beaucoup de charisme, elle ramène une certaine beauté, elle ramène une fascination. La Vénus en Scorpion, elle est renforcée. C'est comme Mars en Balance, en fait. Ils sont en exil, mais ils en ressortent avec une puissance qui est sourde, quelque chose qui est insistant. On retrouve aussi chez Spielberg Vénus en Scorpion, donc où il y a un monde onirique que je vais créer. Jeanne Birkin, qui a été une égérie euh, avec Gainsbourg, égérie des nuits parisiennes, égérie d'une certaine libération sexuelle aussi. Et c'est amusant de voir comment la femme, justement, un des symboles de cette libération du corps, la libération sexuelle, les années 70, c'est une femme qui portait Vénus en Scorpion. Il y a pas mal d'astrologues aussi qui ont Vénus en Scorpion. Dans le Scorpion, il y a quelques degrés qui signent les astrologues, et à ce moment-là, ça va passer par Vénus. Alors, Vénus en Scorpion, elle vient me poser la question de mon rapport charnel à mon propre corps, à ma sexualité, mais aussi à mon argent. Elle vient quelque part fausser aussi mon rapport au monde, parce que je peux inventer un monde qui n'est plus en prise avec la réalité, ou alors je vais réinventer le monde. C'est-à-dire réinventer le monde ou un monde qui est plus en prise avec la réalité, on n'est pas dans l'univers de Neptune. On est dans l'univers de Pluton qui vient déconstruire un monde, déconstruire un principe pour en créer un autre. Ou alors dans le monde uranien. Le monde uranien qui va dire ce principe ne me convient pas, je vais donc le détruire par une forme de révolte. Et là, Vénus, elle peut être guerrière et elle peut amener en effet la révolte. Par contre, dans ma vie de tous les jours, ça va amener une forme de passion, ça va amener une forme d'intensité, ça va amener aussi de l'instabilité. C'est-à-dire, je peux devenir très vite possessive, je peux devenir très vite très autoritaire avec l'autre. Je peux avoir besoin de contrôler l'autre et je peux avoir besoin d'une mainmise sur l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut m'appartenir. Dans des cas un petit peu sévères. C'est-à-dire que Vénus en Scorpion, elle doit faire attention à ne pas rentrer dans une fusion plutonienne avec l'autre. Elle est invitée à rester aussi dans une compréhension de l'amour qui ne soit pas uniquement pulsionnel. Parce que sinon, elle risque de devenir très jalouse, possessive, voire même destructrice. Destructrice pour l'autre, pour la relation et aussi pour soi. Avec cette Vénus euh, qui est dans le signe de Mars, c'est parfait. Mars représente l'amant, l'homme, et Vénus va représenter la maîtresse, la femme qui est charnelle. On n'est pas du tout dans une femme symbolique. On n'est pas du tout dans la mère, là. On est dans la femme qui est sexualisée. En Scorpion, c'est parfait pour avoir la rencontre intime. Alors, je me suis posé la question, pourquoi elle est en exil? Puisqu'elle signe aussi la sexualité. Elle signe aussi le désir sexuel. Elle signe aussi le plaisir. Alors, en taureau, il n'y a pas de problème. Ce sont les plaisirs de la table, c'est les plaisirs de la sensorialité, c'est aussi la réussite financière parce que je reçois de l'argent. C'est mon argent, hein, la maison 2. La maison 8, c'est les héritages. Ce qui me vient de l'autre, c'est la spéculation. Tout ça, c'est parfait. Mais alors, pourquoi elle est en exil? Là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
quand je dis ça, il y a des personnes qui me disent, oui, mais attendez, on m'a dit ça. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui me disait, parlant de Mercure rétrograde, oui, mais on m'a dit que ça matchait mieux pour moi si. Et je réponds à la personne, mais vérifiez, regardez ce qui se passe dans votre vie. Regardez ce qui se passe au niveau des thèmes, interrogez-vous. Et l'astrologie, en fait, ce n'est que ça. C'est-à-dire, c'est une invitation à vous interroger en permanence. C'est-à-dire qu'un astrologue, il va vous donner une vérité. C'est pas forcément la vérité. Parce que la vérité, bien malin celui qui la connaît. Par contre, s'il vous amène une interrogation, qui vous amène une connaissance, bien sûr, mais une interrogation, eh bien, prenez-la. Engouffrez-vous dans la brèche. Pourquoi? Parce que l'astrologie, ce n'est que ça. Ce n'est que confirmer des hypothèses. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire pour Vénus en Scorpion. Parce que j'ai lu plein de choses sur elle qui ne correspondent pas au thème que j'ai étudié. C'est-à-dire c'est important d'en revenir toujours au thème étudié. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de l'astrologie, il doit avoir une banque de thèmes, il doit avoir maîtrisé un certain nombre de thèmes qui vont lui raconter des informations. Tout n'est pas parfait parce que bien sûr, il y a les aspects, il y a les forces en présence, la dominante, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais une information, elle doit être confirmée de manière didactique. C'est en ça que l'astrologie peut redevenir quelque chose. Alors, je vais pas dire avec une démarche scientifique parce que c'est pas forcément une science, mais au moins une démarche qui est posée, qui est plus objective. Et donc, je me suis interrogée. Et là, j'ai trouvé quelque chose que je trouve intéressant, qui est la compréhension même de Vénus. J'avais parlé en Balance de Vénus qui était beaucoup plus guerrière. Donc, il y a une Vénus le soir, qui est le repos du guerrier, la table, les agapes, les femmes et le plaisir. OK? Et il y a une Vénus du matin qui arme le guerrier qui part à la guerre. OK. Ça, c'est la Balance. Le Scorpion, je suis plus sur ce mythe-là. Alors, dans quoi je peux trouver la réponse? Parce que en face, elle est dans le Taureau. Donc, je vois apparaître deux images différentes. Alors, c'est la déesse romaine et ses fonctions s'englobent quoi? L'amour, la beauté, le désir, la prospérité, la victoire. La victoire, on la met en Balance. Tout le reste, on met en Taureau. Par contre, ça évoque deux autres choses, le sexe et la fertilité. Alors la fertilité, je l'ai en Taureau. Est-ce que le sexe, je l'ai en Taureau? Normalement, on est en face. Et là, Vénus, il y a plusieurs manières d'aborder Vénus. Il y a plusieurs représentations. Et l'une des représentations de Vénus, c'est bien sûr la déesse Aphrodite. Et Aphrodite, en fait, elle a deux visages. Alors, c'est plus marqué sur Aphrodite que sur Vénus, mais ça permet d'éclairer aussi ce décalage entre la Vénus qui est dans le Taureau, où elle est chez elle, elle est dans son domicile, et puis la Vénus qui est beaucoup plus dans le Scorpion. Et là, je me réfère aux archétypes. Donc, j'ai une Aphrodite qui va donner naissance au mythe de Vénus, qui est Aphrodite Urania. Alors, Aphrodite Urania signifie un aspect céleste ou spirituel descendu du dieu du ciel Uranus. C'est donc la fille d'Uranus qui est née d'une castration. Donc, Platon l'a représentée ainsi. Et elle est née sans mère, c'est-à-dire elle n'avait pas de mère. Et elle est née des organes génitaux coupés d'Uranus émergeant de l'écume marine. Alors vous avez un très beau tableau qui est à Florence, qui est la naissance de Vénus par Botticelli. C'est une splendeur, c'est une représentation magnifique du principe vénusien, du principe qui va émerger. Et ensuite, j'ai une autre Vénus. Et l'autre Vénus, eh bien, c'est Aphrodite Pandémos, qui associe Vénus à la vie familiale, urbaine, pour l'inclure à l'ensemble du peuple et de la communauté politique. Et là, avec Aphrodite Pandémos, elle était honorée par des prêtresses qui étaient soumises à une stricte chasteté. Et donc, j'ai deux Aphrodite. Et la seconde, donc Aphrodite Pandémos,
elle n'est plus fille d'Uranus. Elle est la fille de Zeus et de Dione. Et elle est assimilée à Pausanias, la gratification sexuelle, l'attirance envers le corps d'un amant, alors qu'Urania est associée à une attirance plus noble pour l'esprit et l'âme, puisqu'elle est née sans l'implication d'une femme. Alors, on retrouve cette différence de ces deux Aphrodites chez différents auteurs grecs. Et à l'époque de Solon, les courtisanes furent placées sous la protection d'Aphrodite Pandémos. Et donc, il y a deux manières d'aborder Vénus, soit le côté mariage légal, où il va y avoir une union de chair, soit le côté amour libre. On ne le retrouve pas au niveau des titres, que ce soit Urania ou Pandémos. Alors, on va retrouver aussi un distinguo, parce que les artistes, notamment les activistes homosexuels des époques victoriennes, ça a commencé à cette époque-là, ils insistaient sur l'attirance entre hommes ou entre femmes entre elles. Et lorsqu'ils parlaient d'homosexualité, notamment masculine, ils parlaient d'urania. Donc, Oscar Wilde, par exemple, il parlait de l'amour uranien. Nous savons que Uranus préside au Scorpion. Donc, Vénus sortant de la mer, c'est Vénus Urania. Donc, la Vénus qui est dans le Scorpion, c'est une Vénus qui est née de la castration d'Uranus, c'est Vénus Urania, et ce n'est pas la Vénus commune, qui est Vénus Pandémos, qui était celle que l'on vénérait normalement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus désincarné, il y a quelque chose qui est beaucoup plus symbolique. Et même si je suis dans le, comment dirais-je, dans quelque chose de charnel, même si je vais dans l'abus, je rejoue quelque chose au plan des archétypes qui relève de ce que j'ai de plus profond en moi-même. Donc Vénus en Scorpion, à contrario de Vénus en Taureau, Vénus en Taureau, elle est une manifestation. Elle est un principe charnel. Par contre, Vénus en Scorpion, elle me relie à quelque chose de profondément archaïque que j'ai à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre, parce que elle est insaisissable et elle peut très facilement rentrer dans l'extrême et dans l'abus, parce qu'elle joue sur le plan des archétypes. Alors, quand ça joue sur le plan des archétypes, eh ben, tout est possible. Et il va falloir que je la contrôle, parce que sinon, je vais me faire dépasser par ma psyché. Voilà un petit peu Alors, globalement, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, j'ai beaucoup parlé à titre individuel, mais à titre collectif, ben, je peux me laisser facilement entraîner dans de l'extrême, dans des pulsions extrêmes, et notamment de destruction de la chair. Il peut y avoir, avec Vénus en Scorpion, des destructions massives. Si je suis en période de guerre, bah, il y a quand même quelque chose de très dur qui se passe. Ça fait aussi avec le carré Pluton, j'en ai parlé, le risque de dislocation, le risque de coupure de la chair, le risque de martèlement des chairs. On voit quelque chose qui rentre à l'intérieur de moi. Parce que dès qu'on joue sur l'archétype, on joue forcément sur les profondeurs de l'inconscient collectif, qui est pas toujours, c'est les écuries d'Augias. Toujours au plan archétypal, au niveau du Scorpion, sur les 12 travaux d'Hercule, on est sur l'hydre de Lerne, c'est-à-dire un monstre qui avait plusieurs têtes, qui était un serpent de mer, et Hercule devait couper les têtes, et chaque fois la tête repoussait. Et puis en fait, à un moment donné, il a réussi à la tuer, et il a trempé ses flèches dans le sang de l'hydre de Lerne, donc elles étaient empoisonnées. Et à un moment donné, quand il a eu fini ses travaux, il a épousé Déjanire, qui était une très belle femme, et il devait passer une rivière, et c'est le centaure Nésus qui a mené Déjanire de l'autre côté. Et là, il l'a violée. Et alors, Héraclès était fou furieux, Héraclès Hercule était fou furieux, il a pris une de ses flèches, et il a tué le centaure Nésus. Et en mourant, Nésus a pris sa chemise, il l'a trempée dans son sang,
en disant à Déjanire, eh bien, voilà, tu la gardes, un jour Hercule va te tromper, et tu lui feras porter la chemise, et il reviendra vers toi en gage de fidélité. Donc Déjanire a pris la chemise, hein, et à un moment donné, Hercule est parti voir une autre jeune femme, et Déjanire est rentrée dans une jalousie assez féroce, et elle a donné la chemise de Nésus à Hercule, qui a été tué par la chemise, par le sang de l'hydre de Lerne. Donc l'hydre de Lerne que lui-même avait tué. Et on voit bien dans cette parabole comme la jalousie peut empoisonner une relation. La jalousie, quand je considère que l'autre m'appartient, eh ben, ça peut complètement contaminer l'amour, ça peut détruire l'amour, ça peut invalider la relation. Et là, on est en présence d'un tiers qui donne la mauvaise information. Et souvent, quand il y a de la jalousie, il y a l'intervention d'un tiers qui a envie que la relation se détruise. Et cette parabole entre Hercule qui tue l'hydre de Lerne, qui est un monstre, qui va récupérer du pouvoir en trompant ses flèches, qui va tuer celui qui a attaqué Déjanire, et Déjanire à qui elle décide de faire confiance, eh ben, elle décide de faire confiance à son bourreau. C'est-à-dire là, on est en plein dans, comment dirais-je, dans un syndrome de Stockholm. Et quand on décortique un petit peu les fonctions cognitives au regard un peu de l'archétype et de la psychologie moderne, on voit bien comment les anciens arrivaient à sublimer des chocs, des traumas qui ont toujours existé. Là, ça vient nous parler de jalousie. Et donc, dans Vénus en Scorpion, c'est à mon avis un des écueils, un des risques à titre personnel, c'est vraiment la jalousie. Et comment elle va pouvoir déjà me faire énormément souffrir, et comment elle va pouvoir faire souffrir l'autre. Et si par rapport à ça, j'arrive à dépasser cet élément, eh bien, je vais toucher du doigt quelque chose d'essentiel, quelque chose de quasiment divin, c'est-à-dire je vais avoir la chance de rentrer sur Vénus-Urania, qui est une vision très, très idéale, très idéalisée du couple, de l'autre et de mon union avec l'autre. Là, on va parler d'union mystique. On va parler d'union transcendante. Et dans Vénus en Scorpion, on peut très bien rentrer dans quelque chose de totalement transcendant, aussi bien dans des parcours flammes jumelles, mais qui ont abouti, couple divin, tantrisme, reconnexion, utiliser le sexe comme une reconnexion avec le tout divin. Donc il y a quelque chose de transcendant. Il y a un passage, là il y a une clé, il y a une porte. Et c'est vraiment une porte qui est extraordinaire à prendre. Et c'est vraiment une position que je trouve passionnante. Donc si vous avez Vénus en Scorpion, vous venez m'en parler et j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors, je viens de faire une vérification, j'ai pas trouvé de vraiment des personnes importantes au niveau du tantrisme qui avaient Vénus en Scorpion. Mais si vous avez une information là-dessus, je suis preneur et je ferai éventuellement une vidéo correctif. Mais c'est vrai que les personnes qui ont Vénus en Scorpion, elles sont souvent assez discrètes. Par contre, il y a une fascination sur le visage. Il y a quelque chose qui attire. Le Scorpion, il y a toujours quelque chose d'un petit peu magnétique, comme s'il y avait, je sais pas, il y a un charisme particulier. On est toujours fasciné un petit peu de manière générale, de manière globale par le sombre. Et dès qu'il y a une personne qui a du Scorpion, ça motive, ça attire. Alors, je regardais le thème de naissance de la secrétaire de Bhagwan au Rajnis, et elle a pas non plus Vénus dans le signe du Scorpion. Il peut y avoir quelque chose de très affectif. Dans tous les signes, hein, les signes d'eau, dès qu'il est question d'amour, dès qu'il est question de Vénus, il y a quelque chose de très aqueux, de très en prise avec les émotions. Alors des fois, ça a du mal à être contrôlé. Hein, on est complètement débordé par ses émotions, par son affectif. Il peut y avoir une grande dépendance affective aussi. Hein. Il y a quelque chose que je maîtrise pas bien. Dès que Vénus se trouve dans les signes aqueux, bon, il y a quand même une grosse émotivité. J'ai beaucoup de mal à prendre de la distance avec mes sentiments. C'est valable aussi quand on a Vénus en Poisson. On retrouve un petit peu ce besoin, mais vital, de la présence de l'autre, où on a une attente de fusion avec lui. C'est-à-dire on a une vision tellement jusqu'au boutiste
de l'amour, tellement essentiel de l'amour, que on a besoin de fusionner avec l'autre, mais pas par séquence, c'est-à-dire en permanence. Et du coup, on va se diluer. Et Vénus en Scorpion, c'est alors ça peut être sous certains cas aussi, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, je vais me faire détester de l'autre parce qu'il ne m'aime plus. Donc c'est tous les, ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller jusqu'à des choses très dures, hein, parce que dès qu'il est question de passion amoureuse, quelque chose de très passionné, très passionnel, passionnant, mais ça peut devenir aussi pathologique. C'est-à-dire que il y a des divorces, par exemple, qui se passent de manière pathologique, où les enfants sont mis au milieu, ils sont complètement otages, rarement otages des deux parents d'ailleurs. Ils sont en général otages d'un parent contre l'autre. Là, on voit la présence de Vénus Scorpion. Euh, c'est pas parce que vous avez Vénus Scorpion que vous allez vous comporter comme ça. C'est-à-dire, on peut aussi en être victime. Quand j'ai un principe, soit je vais aller jouer dans ce principe-là, soit la vie va me montrer à l'extérieur de moi quelqu'un qui va jouer comme ça. Donc, il y a les deux, en fait. Au niveau des événements, ça peut très bien être une mise en miroir. Si je porte en moi une certaine forme de violence, la vie va me renvoyer face à moi de la violence. Et toute l'idée, ça va être d'apprivoiser cette Vénus en Scorpion. Si j'arrive à l'apprivoiser, elle va me parler de toute façon d'une certaine forme de transcendance. Elle va me parler d'une certaine forme d'idéal, idéal du moi, idéal. Elle vient me parler aussi d'un amour qui est plus grand que moi. C'est-à-dire, l'autre ne peut pas contenir tout mon amour. Si j'ai trop d'amour en moi, l'autre ne peut pas le contenir. Alors qu'est-ce que je vais faire du surplus? Est-ce que je vais surinvestir mes enfants ou est-ce que je vais m'accomplir dans une œuvre? Je vais me réaliser dans quelque chose, je vais trouver une transcendance, euh, mais une transcendance plutonienne. C'est-à-dire, je vais participer activement au changement du monde. Je vais participer activement aux révoltes du monde. C'est mon amour au départ qui va faire qu'une situation n'est pas admissible. Donc, je vais me révolter contre cette situation et je vais m'engager. Je vais aller parler. Ça peut donner des orateurs qui s'engagent pour une cause. Là, on est vraiment dans de la cause. Donc, les gens qui n'ont pas peur de mourir pour une cause, qui vont aller jusqu'au bout. Quelque chose de profondément scorpion, là, par rapport à Vénus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors, dans la carte, on a Vénus qui reçoit un bel aspect de Saturne. Euh, et Saturne qui est en Poisson, donc qui renvoie un petit peu à l'origine de Vénus. Là, on est sur Vénus qui naît des flots, Vénus qui naît de l'écume, Vénus qui naît de la mer. Donc, ça vient renforcer aussi l'analyse que j'ai faite. Et puis, Vénus qui reçoit un bel aspect de Mercure, Mercure qui est en Capricorne, dans le signe de Saturne, et Saturne est en Poisson. Donc, on boucle un petit peu la boucle. Et c'est vrai que là, il vaut mieux parce que j'ai Vénus qui s'oppose à Jupiter. Mais si on considère qu'il y a deux Vénus, eh bien, c'est logique. Il y a Vénus qui est enfant d'Uranus et il y a Vénus qui est fille de Jupiter. Et là, on parle pas de Vénus, fille de Jupiter. On parle de la fille d'Uranus. Et donc, forcément, elle s'oppose à Jupiter. On n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur le même mode d'expression. Et ensuite, j'ai le carré à Pluton. Donc, par rapport à cette configuration d'arrivée, à Vénus 0 degré du Scorpion, eh bien, l'enjeu va être de dépasser justement ce problème de territoire, de territorialité que Jupiter en Taureau vient me raconter. Quel est mon territoire? Et au niveau psychologique, il y a plein de gens qui ont des problèmes sur l'idée du territoire. C'est Houellebecq qui avait écrit un livre sur la carte et le territoire. D'où je viens? Quelle est ma frontière? Quelle est ma barrière? Est-ce que j'ai des frontières? Est-ce que j'ai un territoire? Parce que le problème, si j'ai plus de frontières, je n'ai plus de barrières, donc je n'ai plus de territoire. Comment je vais pouvoir créer mon identité si j'ai plus de territoire? Bon, ça c'est du décodage familial. Je vais pas aller trop loin là-dedans. Vénus carré Pluton, là on voit bien Vénus qui tente
par Saturne de faire la paix, mais en fait, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de très guerrier avec Vénus en Scorpion. Donc, je pense pas que dans les jours qui viennent, il y ait une solution de paix qui arrive. On est toujours dans quelque chose d'assez belliqueux. L'aspect Soleil-Mars, en plus en signe de feu, bon, on va voir ce que ça va donner à la prochaine nouvelle lune et à la prochaine pleine lune. Mais là, dans les jours qui viennent, c'est pas Vénus, elle arme le guerrier qui part tout casser, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu les configurations. Soyez prudents quand même en ce moment parce que dès que ça touche la chair, Vénus, on est sur la chair, on est sur le corps, on est sur la corporalité. Et c'est vrai, je pense que dans les jours qui viennent, on va encore entendre parler malheureusement d'attaques et de problèmes à ce niveau-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Et puis à bientôt sur une nouvelle transmission Astrologie Facile.